Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, après avoir vu 2 premières séquences sur Corneille, la première, la carrière dramatique de Corneille, puis ensuite le système dramatique de Corneille, aujourd'hui nous entamons une troisième séquence, une troisième étude sur le héros et le conflit cornélien. Donc, Pantin, le héros cornélien. Donc nous verrons d'abord, petit 1, d'accord, le héros et les monstres. Avec Corneille, le héros tragique tend à devenir un héros tout court. Pourtant, il n'en est pas toujours ainsi. Horace nous fait horreur lorsqu'il tue Camille. Médée et Cléopâtre sont des monstres. Il faut donc donner une définition qui comprenne aussi ces personnages. Le héros cornélien aspire à la plus complète réalisation de lui-même. Ce sera d'ordinaire dans le bien, parfois dans le mal. Un tout est beau parce qu'il est un, dira plus tard Diderot. En ce sens, Cromwell est beau, et Scipion aussi, et Médée, et Aria, et César, et Brutus. Corneille est invinciblement attiré par les âmes fortes, les personnalités puissantes, en qui rien de médiocre ne subsiste, et qui, sans transiger, atteignent à une parfaite unité par le triomphe de leur tendance d'âme dominante. Ainsi, Rodrigue est un héros de l'amour familial et féodal, Polyeucte un saint, Auguste renie en octave les petitesses égoïstes de l'homme pour incarner l'idéal du souverain. Malgré les apparences, Cléopâtre est de la même race. Pour Corneille, il est de grands criminels qui nous font horreur, mais non point pitié, car leurs sentiments sont dénaturés sans être vulgaires. Une opposition frappante s'établit ainsi entre héros et médiocres que l'on va voir plus tard. Mais moralement, Médée, Cléopâtre, Horace lui-même s'égarent. Ces personnages méritent l'intérêt passionné de leur créateur. Non sans adhésion, la morale cornélienne n'est pas le culte de la volonté de puissance. Petit 2, la gloire. Les héros cornéliens parlent volontiers de leur gloire. Cette gloire est une forme passionnée de l'honneur. Ces êtres bien nés, entre guillemets, ont une haute idée d'eux-mêmes et de ce qu'ils se doivent. Ils respectent tous les germes de grandeur qu'ils sentent en eux et s'appliquent à les développer. L'estime de soi-même, dira Rousseau, est le plus grand mobile des âmes fières. Les cornéliens sont des âmes fières. Pour le héros, il s'agit avant tout de ne pas déchoir à ses propres yeux. Il veut réaliser la plus haute image de lui-même et doit pour cela se faire un effort, c'est-à-dire faire un effort sur soi. Petit 3, devoir et honneur. Sans doute, des considérations extérieures interviennent. S'il ne provoquait pas le comte, Rodrigue serait déshonoré aux yeux de son père, aux yeux de tous, honni comme un lâche par la société féodale dans laquelle il vit. Il deviendrait une sorte de paria. Mais loin de la société loin de se révolter contre ce code social de l'honneur ou de s'y soumettre comme à une contrainte arbitraire, il le fait sien par l'adhésion de sa raison. Dès lors, sa décision ne doit rien qu'à lui-même, à sa volonté libre et souveraine. S'il renonçait à venger son père, il se dégraderait à ses propres yeux et aux yeux de Chimène. Confère page 114, L'amour et l'honneur. Une fois le comte mort, Chimène agira comme lui, pour les mêmes raisons. En revanche, Rodrigue ne craint pas de braver l'opinion et les bienséances en paraissant chez Chimène, dont il vient de tuer le père. Lorsque l'infante lutte contre son amour pour Rodrigue, elle n'obéit pas à un simple préjugé de caste. Elle se jugerait diminuée si, dédaignant ce qu'elle se doit, elle céderait à son inclination. Cet amour, pourtant, est bien loin d'être un égarement, mais sa raison lui persuade qu'elle doit renoncer à Rodrigue. Il y va de sa gloire, c'est-à-dire du respect qu'elle se doit à elle-même comme princesse de sang royal. L'idéal qui guide Polyeucte est l'accomplissement le plus haut pour un chrétien, la sainteté et le martyre. L'éminente dignité du héros tient à ce que cet idéal, sans être inhumain ni surhumain, est cependant plus qu'humain. Bien au-delà du devoir, la gloire rejoint ici la grâce.
La grandeur d'âme de Polyeucte se communique à ceux qui l'entourent, haussant Pauline et sévère à son niveau, symbole humain de cette transmission des mérites surnaturels qui permettra à Polyeucte martyr d'obtenir, à la fin de la pièce, la conversion de sa femme Pauline et de Félix, son bourreau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc je vous lirai, la deuxième partie de cette séquence, dans une dizaine de jours parce que même plus que ça. Parce que, le 13 avril, je partirai en vacances, donc il n'y aura plus de vidéos pendant une semaine. Et puis après, il y aura 3 vidéos qui resteront, que je ferai normalement. Puis après je serai encore en vacances pendant 3 jours et après ne vous en faites pas, tout reprendra son cours, dès le retour des vacances, enfin de ma zone, c'est-à-dire, le 27 avril. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mais il reste toujours des vidéos avant le 13 avril. Au revoir.